Et ça y est, bienvenue tous à cette nouvelle émission de En Orden Libertad de España Confidencial. Et je suis Hugo Stornayolo Silva, je suis le correspondant international de España Confidencial. Et aujourd'hui, sur notre plateau, nous joint professeur David Engels, qui est belge et qui actuellement vit en Pologne, et avec qui on va parler sur beaucoup d'idées très intéressantes en histoire et politique, et même politique internationale. Alors, bienvenue, professeur Bonjour, Engels. bonjour et merci pour l'invitation. De rien. Alors, pour tous ceux qui nous voient, et nous regardent et nous écoutent, pourriez-vous faire une petite présentation de votre travail et de votre carrière? Oui, je veux bien. Carrière qui a été relativement variée, si on veut. À la limite, au début, je m'étais plutôt voué à la musique. En fait, j'étais pianiste, si on veut, et j'ai longtemps hésité à en faire une carrière. Puis finalement, je suis devenu historien. Peut-être que c'était le mauvais choix, je n'en sais rien. Et alors, voilà, j'ai abouti en tant que professeur d'université après des études en Allemagne à Bruxelles, en Belgique, pour l'histoire romaine, bien que ce qui m'intéressait le plus, c'était toujours l'histoire mondiale comparée d'un point de vue spenglerien. On va certainement parler encore plus tard d'Oswald Spengler. Et alors, vu que c'était surtout ce domaine comparatif qui m'avait intéressé, j'avais publié un petit ouvrage qui s'appelait Le Déclin en 2013, où je comparais la crise du présent avec la chute de la République romaine au 1er siècle avant notre ère. Et ça m'a propulsé un peu sur le devant, disons, de la scène, de la critique du monde contemporain, etc. Donc mes activités ont de plus en plus bougé, je dirais, de l'aspect purement antiquisant vers des publications sur la politique moderne, la crise de l'Europe et ce genre de choses-là. Donc j'avais, je dirais, de moins en moins ma place sur une chaire classique d'université du monde romain. Et donc, j'ai accepté une invitation qui est venue en 2018 de l'Institut Zachodny en Pologne, où depuis lors, je travaille en tant qu'analyste politique sur les questions d'identité, de crise européenne et tout ça. Mais bon, en même temps, je fais beaucoup d'autres activités, notamment en tant qu'essayiste. J'enseigne à Gorzów Wielkopolski, mais aussi maintenant en France, à l'ICES, hein, l'Institut catholique en Vendée, etc. Donc beaucoup d'activités extrêmement diverses et un peu atypiques, qui sont peut-être pas, enfin, c'est pas la ligne classique, disons, de la carrière académique, plutôt le contraire, en fait. Oui, bien sûr, mais à part ce petit épisode de votre vie où vous étiez pianiste, votre carrière est plutôt celle, la carrière classique de quelqu'un qui a décidé de devenir un intellectuel public. Oui, c'est un peu par la force des choses. Disons que ce qui m'intéressait le plus et qui est mon grand projet, c'est d'écrire une histoire mondiale, comparée des grandes civilisations. C'est là-dessus que je donne aussi des cours maintenant en France. Donc c'est un peu ça qui est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est quand même l'aspect, disons, scientifique comparatif qui est toujours un peu dans ma tête. Mais bon, vivant dans le monde tel qu'il est et voyant partout autour de nous la dissolution de l'attachement des individus à leur culture, à leur histoire, à leurs traditions, etc., je ne pouvais que constater, qu'analyser, en parler. Et avec ça, forcément, on s'expose. Donc, c'est assez difficile de rester présent dans un milieu, disons, classique, académique, en ayant des positions plutôt conservatrices en ce qui concerne la protection de notre patrimoine. Donc, assez vite, on est labellisé conservateur de droite ou même pire. Et donc, ça a évidemment tout un impact aussi sur la carrière et sur les façons qui nous restent alors de s'exprimer. Donc, disons, par la force des choses, ben, c'est un peu ces différents engagements qui m'ont poussé, comme vous le disiez, dans ce rôle d'intellectuel public où je ne sais pas si je suis trop à ma place, mais en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux. Ok. Alors, d'après ce que vous nous avez dit, en principe, votre étude et votre recherche se centraient sur l'histoire romaine, l'histoire classique. Et
Après, puisque vous avez eu une certaine influence de Oswald Spengler et de peut-être la révolution conservatrice allemande et des autres historiens qui ont été influencés eux-mêmes par Spengler, tels que Toynbee, vous avez plutôt décidé de travailler sur un projet de histoire comparée de l'humanité. Mais qu'est-ce que vous attire, qu'est-ce que vous attirez de l'histoire classique en particulier? Parce que la plupart des intellectuels, euh, à nos jours, ils ne sont pas trop intéressés à l'histoire classique, sauf quand ils sont vraiment bien dans le domaine de la philosophie politique ancienne et des grands livres et même de la littérature, mais pour les sciences politiques et pour l'histoire et pour le droit même, c'est bien trop contemporain. C'est Mmh. pas l'influence classique. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, les choses ont énormément changé depuis quelques centaines d'années. Je dirais que même allez, presque jusqu'au milieu du XXe siècle, généralement, les hommes politiques avaient et les intellectuels et les avocats et Dieu sait qui, avaient généralement une très solide formation en histoire de l'Antiquité. Quand on lit les débats, les discours au parlement britannique ou français au XIXe siècle, c'est presque un cours d'Antiquité, tellement les gens pensaient, réfléchissaient disons, dans des perspectives antiquisantes, en faisant référence constamment à la Grèce, à Rome, etc., etc. Donc ça a énormément changé, comme vous le dites, c'est plutôt l'histoire contemporaine, les intérêts économiques, ou alors un peu l'aspect technocratique, juridique qui a pris le dessus dans la plupart des carrières, et c'est assez représentatif évidemment pour la disparition aussi de ces traditions classiques de la politique, vu que les gens n'ont tellement peu de formation sur l'histoire classique ou même médiévale, que voilà, il faut même pas vraiment attendre d'eux une politique, disons particulièrement loyale, fidèle, patriotique, vu qu'ils ne connaissent même pas ça. Et moi, finalement, mon propre intérêt pour l'histoire de l'Antiquité, bon, d'un côté, ça m'a toujours fasciné depuis les cours de latin, et cetera, donc de l'école, tout à fait classique, hein. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont fascinés par Rome et les Grecs et ce genre de choses-là. Mais chez moi, ça allait encore un peu plus loin, dans le sens que ce qui m'intéressait surtout, c'était vraiment l'histoire mondiale. Et donc, jusqu'à maintenant, en principe, je ne suis pas plus fasciné, je dois l'avouer, les auditeurs ne l'aimeront peut-être pas, mais je ne suis pas plus fasciné par les Grecs et les Romains que par les Chinois de l'Antiquité, que par le monde arabe classique, que par l'Inde ou l'Égypte ou autre chose. Toutes ces civilisations m'intéressent énormément parce que j'aime bien en fait, c'est un péché mignon, essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui vit aux 2000 millénaires avant notre ère en Égypte, et d'essayer de comprendre comment ça doit être. C'est presque comme une rêverie, mais c'est vraiment une volonté de voir comment est-ce que quelqu'un qui est placé dans cet environnement fonctionne, comment est-ce qu'il voit son prochain, le monde, les dieux, comment est-ce qu'il conçoit tout ça, et en quoi est-ce que ça façonne sa vision du monde, et surtout, qu'est-ce qu'il voit grâce à ça qui nous échappe aujourd'hui? Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de choses qui nous échappent aujourd'hui dans notre vision du monde, que d'autres cultures pratiquaient, et vice-versa, évidemment. Il y a aussi énormément de choses dont les Égyptiens n'avaient visiblement aucune idée, alors que nous, on est tout à fait autre part. Et donc, c'est un peu pour gagner cette vision complète que je me suis intéressé à l'histoire, toujours dans sa totalité, et vu que c'est très difficile de faire des études d'histoire comparée ou d'histoire globale aujourd'hui, bah, j'ai dû me rabattre finalement sur la discipline qui était la plus, disons, la moins spécialisée, la plus vaste, et de fait, c'est l'Antiquité classique. Parce que là, depuis les Mycéniens jusqu'aux Byzantins, vous avez presque 2000 ans d'histoire, allant de l'Espagne moderne jusqu'à l'Iran, sur lequel vous pouvez prétendre travailler d'une manière académique sérieuse. Parce que de fait, c'est un peu ça. Au fond, c'est absolument, comment dire, fantastique de se dire que
quelqu'un qui est spécialiste en histoire médiévale et qui prétendrait maintenant publier un livre sur le 19e siècle va être regardé par ses collègues comme quelqu'un qui franchit les bornes de sa discipline parce qu'il va 400 ans plus loin. Mais quelqu'un qui travaille sur la Grèce archaïque et qui publie un prochain livre sur la fin de l'Antiquité, alors qu'il y a 1000 ans entre les deux, paraît relativement normal. Et moi, ça m'a intéressé, cet horizon que donnaient les études de l'histoire de l'Antiquité. C'est pour ça que je m'y suis lancé, sans jamais perdre en vue cet intérêt pour l'histoire globale. Oui, bien sûr, et c'est une bonne stratégie. Mais quand même, on peut regarder une forte influence de Spengler dans vos idées, dans votre travail. Parce que la comparaison entre des différentes civilisations et des différentes cultures dans l'histoire, c'est l'un des grands thèmes de l'œuvre de Oswald Spengler, surtout de déclin de l'Occident, et aussi des plusieurs, je ne le dirais pas des élèves, mais des personnes qui ont été influencées à son tour par Spengler, tels que Toynbee et même Huntington à nos jours. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire comparée sur un peu le cycle des civilisations et qu'on Mmh. pourrait un peu faire l'analogie avec le présent? Oui, bon, ça, c'est évidemment un immense sujet. Donc c'est vrai que depuis que que j'ai été 17-18 ans, que j'ai lu pour la première fois Spengler dans dans l'effigie, il se trouve même sur mon bureau jusqu'au montrer jusqu'où va le culte de la personnalité. Donc ça m'a toujours fasciné cette, 2 aspects chez lui. D'un côté, le enfin, ce qui lui-même ne voulait pas appeler pessimisme, mais qui est de fait quand même une certaine vision assez pessimiste du présent, parce qu'il voit l'Occident en plein déclin, pas nécessairement un déclin, dans le sens d'un naufrage spectaculaire, mais un déclin dans le sens que notre force créatrice est en train de s'évanouir et que nous sommes en train de nous pétrifier en tant que civilisation et donc lentement disparaître. Ça m'a toujours fasciné, ça a toujours, comment dire, ça m'a toujours semblé intuitivement compréhensible. J'étais toujours un peu là-dedans, même quand j'étais déjà jeune, je voyais ce déclin autour de moi. Donc là, j'ai reconnu, disons, une âme sœur, si on veut, dans ce message-là de Spengler. Je suis convaincu que c'est vrai. Et puis, l'autre aspect qui m'a fasciné chez lui, c'était la capacité de jongler avec les différentes civilisations et de montrer que telle et telle phase chez les Égyptiens, ça trouve son équivalent exact dans telle et telle phase d'évolution chez les Chinois ou chez les Aztèques ou chez les Sumériens ou Dieu sait qui. Cette tentative de comparer les civilisations et d'essayer de montrer que toutes finalement suivent un schéma semblable, ça m'a toujours semblé très attirant et très convaincant aussi, je dois dire. Bon, ceci dit, Spengler a commis aussi beaucoup d'erreurs dans son ouvrage. Je dis ça en tant qu'historien, donc vu l'horizon des années 1910 dans lesquelles il a écrit, bah, forcément, il y avait toute une série de choses qu'on ne connaissait pas à l'époque, hein. Toutes les sociétés, de l'ancienne Indochine, par exemple, bah, étaient pour ainsi dire inconnues. Dans les années 1910, notre savoir sur l'Amérique précolombienne était à peu près nul à ce moment-là, vu qu'on ne savait même pas encore déchiffrer les hiéroglyphes mayas et tout ça. Et donc forcément, il y a toute une série d'erreurs factuelles qu'il a commises. Et depuis lors, j'ai essayé dans toute une série de publications, disons, de corriger Spengler, mais d'un point de vue constructif. Donc, pas pour montrer, ah ben, il s'est trompé là, donc forcément tout le système ne vaut rien, mais au contraire de dire, il s'est trompé là, et si on corrige un peu, si on nie insère le savoir moderne, si on réanalyse un peu ces phases d'évolution, ben, on arrive à quelque chose qui, de nouveau, se tient. C'est un peu ça une partie du projet, l'autre partie étant celle de dépasser le vitalisme spenglerien. D'un point de vue métaphysique, hein, Spengler a toujours été fort axé sur la philosophie vitaliste allemande telle qu'on la voit se développer finalement par Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Simmel et tout ça. Donc ça l'a fort influencé. Et j'ai toujours trouvé que cette approche-là était relativement peu convaincante. Mettre en avant un genre
disons, de dualisme entre un principe vital, organique, et un principe mécanique, anorganique, et juste laisser les deux là, sans explication d'où vient l'un, d'où vient l'autre, et comment, d'un point de vue métaphysique, on peut s'y situer, d'où ça sort, tout ça, m'a toujours semblé relativement, ça m'a laissé sur ma faim. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de revenir plutôt à une approche idéaliste, transcendante finalement de la métaphysique, pour montrer comment, avec une approche plutôt dialectique, telle qu'on la trouve chez Hegel, mais aussi chez les néoplatoniciens, chez Platon, chez Cusanus, etc., on peut arriver à une analyse du fonctionnement de chaque civilisation en tant que progression dialectique, mais qui à la fin mène donc à la fin du cycle, si on veut, et pas à progrès infini. Ça, ça a toujours été le projet que j'ai poursuivi. Et je dois dire que tantôt vous parliez à juste titre, du fait que Spengler, bon, a eu certains successeurs, évidemment Toynbee, absolument, Huntington, un peu pour cette vision culturaliste du monde, mais déjà Huntington ne considère pas nécessairement les autres civilisations comme éteintes, comme c'est le cas chez Spengler, qui dit que ces autres civilisations sont déjà mortes finalement et ne font que végéter, animées par, disons, le ressentiment maintenant de l'Occident, et évidemment l'importation culturelle de tous les biens que l'Occident leur a mis à disposition. Donc déjà ça, c'est une différence fondamentale. Et à part ça, il y en a pas beaucoup en fait. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que Spengler a connu beaucoup d'admirateurs, beaucoup de personnes qui se sont référées à lui, mais c'est surtout dans le domaine de l'histoire de l'art et de la littérature que ça a connu énormément de succès. Mais chez les historiens professionnels ou chez les philosophes, il n'y a pas eu grand-chose depuis lors. Il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se seraient vraiment explicitement référées à lui, ce qui est très étonnant d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais il y a un thème récurrent, pas seulement chez Spengler et ses successeurs, mais dans un peu l'école où laquelle Spengler il est inclus, que est la révolution conservatrice allemande. Et c'est cette idée de l'organique contre le technologique. Et je pense beaucoup ce texte de Heidegger, l'homme contre la technique. Et du coup, chez Spengler et chez certains de ses successeurs, je vais parler en particulier de James Burnham aux États-Unis, qui Mmh. a ses livres vraiment dans la ligne de Spengler, mais qui a aussi ses œuvres dans une ligne propre, particulièrement la révolution euh, des managers. Et je pense, dans notre présent, pas seulement en Occident, mais aussi en Chine, aussi en la civilisation orthodoxe russe, et même aussi en Amérique latine, on voit encore ce conflit entre l'organique et le développement naturel de la culture, et un développement un peu imposé par la technologie et par des formes artificielles. En particulier, on peut voir ça entre une certaine politique, on pourrait dire même populiste, et une certaine politique bureaucratique, administrative. Et je pense Mmh. que ça, c'est l'un des grands problèmes de l'Europe, et que ça peut marquer un des moments du déclin que Spengler était en train Mmh. de prédire. Oui, absolument, absolument. Ceci dit, cette opposition-là, elle est évidemment aussi très ancienne, hein. On peut déjà, cette opposition entre Kultur et Zivilisation en allemand, qui recouvre à peu près cette idée qu'il y aurait une phase, disons, axée plutôt sur la créativité, la tradition, heu la transcendance, un ordre social, disons, grandi qui a grandi naturellement, et puis d'un autre côté, une approche plutôt technologique, plutôt, impérialiste, plutôt technocratique, égalitariste, et cetera, rationaliste, athée finalement, matérialiste, et cetera. Hem, Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît depuis finalement la fin du XVIIIe siècle, que ça commence un peu avec le romantisme, cette opposition aux Lumières, le fait de mettre plutôt en avant la spontanéité, le monde holistique du Moyen Âge pour le
comparer négativement au présent et de voir ça dans l'Antiquité où on aurait d'un côté la spontanéité créatrice de Homère d'un côté et puis de l'autre côté l'artificialité hellénistique de Virgile ou avant des poètes hellénistiques. Donc ça c'est en effet une dichotomie qui est assez courante, pas seulement dans la révolution conservatrice, mais qui est une vieille tradition à laquelle Spengler se rattache ici aussi. Et il est évidemment très clair, selon Spengler, où on se situe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en plein, presque à la fin d'ailleurs, de cette phase civilisée de chaque culture. Ceci dit, il faut peut-être insister aussi pour les auditeurs que, en tout cas pour Spengler, la civilisation, c'est le destin de la culture. Donc on ne sait pas rebrousser chemin. Il n'y a pas, et ça c'est peut-être ce qui le distingue des autres acteurs de la révolution conservatrice, c'est que Spengler est déterministe. Il amène les mêmes critiques du monde présent que beaucoup d'autres, mais il dit, voilà, c'est comme ça, nous ne pouvons pas le changer, c'est notre destin, nous devons même l'embrasser par un genre d'amor fati, et cesser de vouloir revenir à la tradition et de revenir au Moyen Âge, pour ainsi dire, parce que ça ne va plus, il faut embrasser l'impérialisme, la technologie, et faire ce qui nous reste à faire pour au moins maintenir en vie cette civilisation, hein, cette idée de fata ducunt volentem nolentem trahunt, hein, qu'il exprime tout à la fin du déclin de l'Occident. Donc il y a un certain déterminisme qui le distingue des autres et qui me semble assez attrayant, j'avoue, personnellement, parce que en tant qu'historien qui justement ne se concentre pas uniquement sur le monde occidental, qui peut donner l'illusion, bah, changeons ceci ou cela et on retourne de nouveau à une phase plus agréable, mais en se concentrant sur toutes les autres civilisations, on voit au fond que cette évolution d'une phase cultivée vers une phase civilisée pour amener finalement un genre de phase augustéenne finale et donc la pétrification de la civilisation, bah, ça c'est quelque chose qu'on constate partout et auquel, de mon point de vue en tout cas, l'Occident ne saura échapper non plus. Tout ce qui nous reste à faire évidemment, c'est d'essayer de manœuvrer à l'intérieur de cette tendance pour éviter le pire, pour éviter la totale dissolution de notre civilisation qui est une option, hein, la totale autodestruction et évidemment de faire en sorte que l'arrivée de la phase finale de notre civilisation soit, disons, amenée d'une manière aussi organique que possible et surtout qu'elle soit, disons, encore, caractérisée autant que possible par, l'amour du passé, du présent et par une vraie volonté de conserver, d'une manière créative évidemment et moderniste, mais néanmoins conserver tout ce qui reste encore de vital, de sain, de notre civilisation. Donc le projet augustéen finalement. Bien sûr, mais alors on connaît des exemples de civilisations qui ont disparu, qui ont été mises dans l'extinction totale. Et dans l'histoire, c'est assez récurrent de parler des Mayas, même des Romains et des certaines civilisations en Afrique, au Moyen-Orient. Mais on ne parle pas trop de civilisations qui ont été pétrifiées, qui ont resté dans un même état pendant beaucoup, beaucoup de temps. Alors, peut-être que ça, puisque c'est moins commun dans les registres, ça, c'est l'un des probables chemins que l'Occident peut prendre. Mais il y a des certaines caractéristiques qu'on pourrait penser. Est-ce que ces caractéristiques sont déjà présentes dans le futur de l'Occident ou de certaines parties fonctionnelles de l'Occident, les États-Unis, l'Europe? Oui, oui, très certainement. On voit déjà partout autour de nous ces symptômes de la fin de notre civilisation. D'ailleurs, elles sont là, si je peux être un peu polémique, elles sont là depuis le XVIe siècle finalement. On voit, parce que pour moi, la grande rupture entre culture et civilisation, elle ne se passe pas avec le début de l'industrialisation. Pour moi, elle se passe finalement avec la Réformation, qui est le grand moment de scission dans l'identité européenne. Donc moi, parce que pour Spengler, en fait, pour lui, la phase cultivée d'une civilisation,
Elle dure jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand ou de Napoléon, et ensuite le monde moderne pour lui, c'est un équivalent de la civilisation. Pour moi, ma définition de la civilisation commence plus tôt déjà. Elle commence à la fin de l'époque archaïque en Grèce, tout comme finalement à la fin du Moyen Âge en Europe. C'est là que on balance de la tradition à la raison. Et pour moi, c'est encore plus important que maintenant le début du modernisme technologique qui s'impose depuis le 19e siècle chez nous, depuis le 3e siècle avant notre ère. Ceci dit, pétrification versus extinction, oui, je suis moins convaincu que Spengler que des civilisations peuvent vraiment être totalement éteintes rapidement. Pour lui, un exemple, il parle de la fin de la civilisation maya, par exemple, mais ce que nous savons aujourd'hui, évidemment, c'est que les Mayas étaient déjà depuis des siècles plus ou moins pétrifiés avant l'arrivée des conquistadores, hein. La plupart des grandes cités mayas avaient été déjà à l'état de ruine quand les Espagnols, les Portugais sont arrivés au Guatemala. Les Aztèques, de ce point de vue-là, sont même, enfin, j'hésite un peu là-dessus, je lis beaucoup sur ce sujet pour le moment, mais de mon point de vue, les Aztèques ont un lien avec la civilisation précolombienne classique un peu semblable à celui des Ottomans à la civilisation musulmane classique. Donc quelque chose qui vient très tard, qui vient à un stade où cette civilisation est déjà plus ou moins pétrifiée, qui reprend, pour ainsi dire, ce qui en reste pour lui insuffler un tout petit peu encore d'énergie, mais en gros qui ne participe plus vraiment à son évolution. Donc, oui, chaque civilisation, une fois qu'elle rentre dans son stade final, se pétrifie, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien de nouveau qui va vraiment se passer de sa propre initiative. C'est-à-dire les institutions se simplifie au lieu de se complexifier. Dans les institutions ou dans la politique, on voit de plus en plus le pouvoir militaire brut émerger comme seul acteur, alors que la population, en grande partie, n'agit même plus, ça lui est égal ce qui se passe. Elle devient une victime finalement des quelques hordes militaires qui prennent le pouvoir à un moment ou à un autre. D'un point de vue religieux aussi, on voit une certaine stagnation, on voit certes un retour aux origines, donc on dépasse un peu le matérialisme qui avait été typique pour la phase civilisationnelle, mais en gros, il y a plus de nouveaux prophètes, il n'y a plus de nouveaux livres, et cetera. Au niveau de l'histoire de l'art, on voit juste une canonisation, une répétition de certains modèles, une simplification. Aussi dans la littérature, on voit bien de plus en plus de résumés qui sont produits. C'est l'époque des epitomatores, hein, de ceux qui abrègent les livres pour encore les sauver et pour les rendre à disponibilité des gens, les résument, mais on n'en écrit plus vraiment de nouveau dans le sens original, etc. Donc ça, c'est, disons, la phase typique de la pétrification, et donc ça peut durer, évidemment, quelques siècles encore, mais tôt ou tard, cette civilisation morte est reprise par d'autres éléments. Et c'est là que, justement, on rentre dans le débat, dans la question que vous posiez sur l'extinction d'une civilisation, car il arrive régulièrement que, pas sur le même territoire, mais assez limitrophe, on voit l'émergence d'une autre nouvelle civilisation. Et c'est là, elle s'étend, et elle peut souvent reprendre les restes, si on veut, d'une civilisation pétrifiée. Il y a beaucoup d'exemples. Les Assyriens, par exemple, qui en grande partie reprennent des éléments culturels des Sumériens. On voit un autre exemple, c'est évidemment l'Occident, qui a repris énormément de choses de l'Antiquité classique, qui, elle, était bien morte depuis toute une série de siècles, mais qui, néanmoins, nous a influencés, et où il y a aussi certains phénomènes, si on veut, de survivance. L'Iran, c'est aussi un bel exemple. La civilisation iranienne était éteinte avec les Sassanides tardifs. Néanmoins, après la conquête musulmane, on voit bien que même à l'intérieur de cette civilisation fossilisée, il y avait encore un tout petit peu d'énergie qui a pu permettre l'adaptation de modèles musulmans
pour continuer dans la canonisation de sa propre civilisation. Pensons à Firdausi, par exemple. Et donc, parfois, ça peut durer assez longtemps qu'il y ait comme ça des phénomènes de survivance. Un exemple qui montre, ou peut-être deux exemples, qui montrent toute l'ampleur. C'est d'un côté, quand vous pensez aux Sumériens, eh bien, leur langue était morte très tôt déjà, mais néanmoins, pendant plus de 1000 ans, les scribes à Babylone, à Uruk, etc., même encore sous la conquête des Macédoniens, ont continué soigneusement à rédiger des annales, etc., et des documents officiels en cunéiforme et en utilisant le sumérien qui était déjà absolument éteint, enfin qui était une langue morte à ce moment-là. Donc on a une certaine survivance civilisationnelle qui a duré plus de 1000 ans. Pour l'Antiquité classique, on peut se poser une question très similaire, hein, quand vous voyez l'importance qu'a toujours l'esthétique classique, les colonnes corinthiennes par exemple, ou la référence à Platon ou à Aristote, ou ce genre de choses-là, même dans notre civilisation, 2500 ans après. Donc, même si la civilisation gréco-romaine elle est bien morte, il y a une certaine survivance. En Amérique latine, la différence, et je connais beaucoup moins malheureusement cette situation-là, mais bien que la civilisation des Mayas était déjà, de ce point de vue-là, pétrifiée quelques siècles avant l'arrivée des conquistadors, et ça a quelques exemples, enfin quelques exceptions, notamment les Mayas du Putun et de la côte, etc. après, qui avaient encore une certaine végétaient encore, si on le veut, dans certaines cités, eh bien, on voit que même aujourd'hui, alors qu'on est quand même un demi-millénaire après la conquête espagnole, la langue maya existe toujours. Il y a quand même des phénomènes, disons, de syncrétisme avec le christianisme qui se sont établis, faisant en sorte que même la foi aujourd'hui des Mayas actuels, bien que superficiellement chrétienne en grande partie, soit toujours très empreinte d'une certaine religiosité maya. Donc, même de ce point de vue-là, il n'y a pas une mort totale. Il y a une certaine survivance qui, certes, décroît, mais qui est toujours là. Donc, de ce point de vue-là, certaines civilisations peuvent vivre très longtemps, et d'où l'importance pour nous, évidemment, de ne pas voir la fin de notre civilisation comme quelque chose d'absolument tragique, mais plutôt comme un certain devoir de canoniser, de commencer nous-mêmes aussi par la canonisation de notre savoir, par la fortification de l'Europe et de sa civilisation, tant qu'il nous reste encore un petit peu d'énergie, tant qu'on n'est pas encore rentré dans le stade final, pour protéger cet héritage pour les siècles, voire les millénaires à venir, et comme quelque chose dans lequel d'autres civilisations pourraient positivement puiser. Alors, cette intervention a été très longue et vraiment très importante au niveau de ce qu'elle contienne. Et je voulais faire quelques commentaires avant Mmh. de lancer la question suivante. Le premier, c'est un peu sur la perspective de la réforme, comme le point de rupture dans l'histoire européenne et dans l'histoire occidentale. Ça, c'est une idée qui est très récurrente dans les idées des auteurs et de la pensée catholique. Je pense à Christopher Dawson, je pense à Robert Nisbet, je pense à Plinio Correa de Oliveira. Mmh. Et eux, ils pensaient vraiment c'était ça, c'était la réforme. Et la réforme, c'est ce qui a vraiment changé la situation générale en Europe et après dans le monde entier. Je pense même que des auteurs protestants tels que Richard Weaver, l'auteur conservateur états-unien, dont les idées ont des conséquences, il dit un peu la même chose, mais il prend un peu plus de temps. Il dit que c'est pas la réforme, c'est plutôt le nominalisme Mmh. de Guillaume d'Occam. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est un peu comment certaines civilisations survivent leur mort et ils se maintiennent dans le temps. Et l'exemple avec le sumérien et l'écriture cunéiforme, pourrait s'appliquer aussi sur l'Église catholique et le latin.
parce que personne ne parle le latin au courant maintenant, mais dans l'Église catholique, on utilise encore le latin comme une langue officielle. Et c'est un peu la grande préservatrice d'une culture et d'une histoire et d'une pensée complètement différente à celle que la modernité est là à présent. Le quatrième, c'est le quatrième, non, c'est le Troisième. troisième commentaire, c'est sur un peu l'imposition militaire des civilisations qui sont décadentes. Et on peut voir ça dans beaucoup d'exemples après ça. On peut voir l'intervention étrangère des États-Unis, on peut voir l'intervention militaire de la Russie, on peut voir aussi l'intervention militaire et la rémilitarisation de la Chine. Et en plus, on peut voir les projets de militarisation de l'Union européenne qui sont menés par la France et par l'Allemagne, et même par la Pologne. La Pologne est Ah le ouais. pays avec la plus grande armée en Europe à présent. Et avec tous ces trucs-là, on pourrait penser, mais c'est global. La décadence de la civilisation, c'est pas un phénomène qui se passe seulement en Occident, c'est un phénomène qui est en train de se passer dans toutes les grandes nations et dans tous les grands blocs géopolitiques euh, qui pourraient être les grands leaders et les grands chefs des conflits futurs. Et pour le quatrième point, et c'est plutôt la question, comment ces idées d'un peu préserver ce qui est en train de mourir et de compenser le pessimisme avec le déterminisme ont influencé votre idée de espérialisme? Parce que ça, c'était un concept que j'étais vraiment très intéressé de parler, mais je ne savais pas comment le lancer. Qu'est-ce que l'espérialisme? Quel est le concept et quelle est sa significance pour la pensée contemporaine? Mmh. Oui, avec plaisir. Donc merci pour vos remarques, hein. Je suis absolument d'accord. Donc évidemment, la réformation, c'est un symptôme. Évidemment, la réformation, elle est à voir aussi en contexte avec la Renaissance, avec la redécouverte de l'Antiquité, avec les grands voyages d'exploration. Tout ça, c'est des symptômes d'un changement civilisationnel fondamental, hein. Donc là, on est bien d'accord là-dessus. Oui, et Suméria et latin, ça c'est une parallèle, enfin un parallèle assez intéressant. C'est vrai qu'il y a, enfin, on pourrait beaucoup parler, du problème du premier millénaire et la mesure dans laquelle le christianisme primitif appartient véritablement à la civilisation occidentale, ou s'il y a plutôt, comme le croyait Spengler, une civilisation, proprement lévantine, orientale, assez différente de la nôtre, de laquelle on aurait repris le christianisme. Mais ceci dit, il y a, la survivance du latin classique par, le christianisme vers, l'Occident est une de ces histoires évidemment de transmission, culturelle absolument importante, et c'est pour ça évidemment, entre nous soit dit, que, le Vatican II a été une catastrophe fondamentale pour, la continuité, à la fois de la tradition chrétienne et aussi de la tradition, gréco-romaine au sein de l'Église, hein, avec la disparition du latin, de la messe. Ça a été une rupture civilisationnelle, monumentale, que les gens ne reconnaissent même pas en tant que telle, parce qu'ils ne pensent pas dans ce style de dimension. Dernier petit point avant d'en arriver au spérialisme, oui, la militarisation du monde moderne, oui, c'est normal, nous sommes dans la phase évidemment des royaumes combattants, comme l'utilise Spengler comme terme, hein, ce terme qui vient de l'histoire chinoise, qui grosso modo représente l'époque hellénistique, moderniste du monde chinois, au 3e, 4e siècle avant notre ère. Et après la paix artificielle de la guerre froide, nous rentrons de nouveau dans une ère de conflit. Donc rien de nouveau là-dedans, la militarisation euh, semble assez normal par rapport aux conflits qui nous attendent encore, je suis assez certain de cela, dans le futur. Et si ce n'est pas des conflits entre États, ce seront peut-être des conflits entre classes de population, et entre différents groupes ethniques qui maintenant se côtoient, en Europe, où la tension monte de plus en plus. Je parle évidemment de la migration de masse musulmane en Europe, où il y a énormément de conflits de plus en plus, violents qui se préparent. Mais peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, que cette tendance, elle n'est pas sûrement seulement occidentale, mais globale. Oui, parce
qu'actuellement, comme dirait Spengler, la civilisation occidentale est la seule qui est encore vivante, pour le moment. Exception faite peut-être de la Russie, hein, d'ailleurs vous parliez tantôt aussi de la civilisation, russe orthodoxe. Spengler avait aussi ce doute si la Russie n'était pas une culture à part, relativement jeune, qu'on savait encore difficilement mettre dans les catégories vu qu'elle était tout au début de son évolution. Et donc mais à part cela, toutes les autres civilisations, elles sont mortes depuis bien longtemps, que ce soit la Chine, le monde musulman, l'Inde et cetera. Donc eux, finalement, ne n'agissent plus par leur propre dynamique civilisationnelle qui est éteinte, mais elles réagissent par rapport à l'Occident. C'est-à-dire elles sont, pour ainsi dire, la victime de l'occidentalisation, tout comme des grandes parties de la Méditerranée étaient victimes, si on veut, de la romanisation. Nous, on a fait ça en tant qu'Occident, non pas seulement avec notre continent, mais à peu près le reste du monde. Le reste a été occidentalisé, reprend avec tout cela, évidemment, nos problèmes, nos conflits, notre stade civilisationnel actuel, et même s'ils ne sauront pas, ou si elles, ces civilisations mortes, ne sauront pas de leur propre gré donner un sens et une dynamique à cette évolution, elles la reflètent quelque part, hein, comme le Japon qui s'est occidentalisé très tôt au 19e siècle et qui, lui, a repris toute une série de problèmes civilisationnels occidentaux desquels ils souffrent maintenant et qui n'ont pas grand-chose à faire avec disons, leur point d'origine, à la seule différence près que ces autres civilisations euh, sont de plus en plus remplies de ressentiment par rapport à l'Occident. Elles ne sont pas contentes, évidemment, de la colonisation, de notre empreinte civilisationnelle, de notre supériorité technologique d'antan, il y a une très grande volonté partout dans le monde musulman, mais aussi chinois, même indien, à nous rendre l'appareil. Donc il y a vraiment, et plus l'Occident va s'affaisser, et il va s'affaisser, plus cette différence entre notre force civilisationnelle, notre progrès technologique et le leur va s'amenuire. On voit déjà maintenant, la Chine est en train de nous dépasser, l'Inde est en train de jaillir. Même le monde musulman, il y a certains pays qui sont énormément puissants. Et plus on va s'affaiblir, plus on va être dans une très mauvaise position par rapport aux autres. L'Afghanistan a été le fanal, vraiment le signe très clair de toute cette évolution. Quand vous pensez aux images des hélicoptères états-uniens qui quittaient les aéroports, laissant tout le matériel, ça a été une défaite absolument singulière et qui inaugure justement ce déclin civilisationnel. Donc, d'ailleurs, Spengler a décrit tout cela très bien dans Mensch und die Technik, où il prévoyait déjà une grande partie de cette évolution-là il y a 100 ans. Donc, c'est un peu ça auquel on doit faire face, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ces autres civilisations sont, comme lui il le disait aussi, des civilisations de clair de lune. C'est-à-dire, comme la lune, elles n'ont pas leur propre lumière, elles l'ont perdue il y a longtemps, pour ainsi dire, elles sont éclairées par le soleil. Et en tant que telles, peuvent refléter une partie de l'énergie. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est la Chine, le Japon, l'Inde, etc., reflètent finalement notre stade civilisationnel actuel sans être eux-mêmes dans une dynamique qui leur est propre. La leur, elle est passée depuis longtemps. Et ça nous explique évidemment pourquoi l'impérialisme, car le risque est immense. Cette dissolution qui nous attaque, elle est partout. Elle est à l'extérieur, comme j'ai essayé de le montrer. Nous sommes vraiment dans un pétrin immense, et les États-Unis, qui font partie de l'Occident, sont en train de décliner massivement aussi. Mais on a un grand problème interne. On a non seulement la migration de masse venant d'autres cultures, d'autres civilisations qui, à cause de cela, ne peuvent et ne veulent s'assimiler, d'autant plus que notre civilisation est maintenant tellement faible qu'il n'y a plus grand-chose auquel on pourrait vouloir s'assimiler. Il y a aussi à l'intérieur une très grande lassitude. Il y a de moins en moins d'Européens qui ont envie de s'identifier avec notre civilisation, de se battre, de maintenir cet édifice en place. Et donc, ils gèrent les affaires courantes, mais c'est à peu près tout. C'est déjà la félakisation qui est en train
de se préparer. Et il y a une élite qui est très autodestructive. Actuellement, la gauche, l'écologisme, le libéralisme extrême, et cetera, qui, sont certes issus de notre propre civilisation, mais qui tournent tout finalement contre nous-mêmes, et qui contribuent à notre autodestruction. Et si nous ne prenons garde, nous allons en effet, passer dans une crise civilisationnelle monumentale. Et c'est pour ça que l'impérialisme tente de mettre en avant un patriotisme occidental qui dépasse celui des États-nations, qui, qu'on le veuille ou non, n'ont plus vraiment une existence politique, culturelle ou quoi que ce soit propre à eux, hein. Bon, je sais bien que beaucoup de conservateurs de droite n'aiment pas entendre ça, mais c'est le propre de chaque civilisation tardive, que les États-nations ou que les nations en tant que telles fusionnent, disparaissent, et que soit le latin, soit l'anglais, soit le chinois de Chine ou autres reprennent le dessus sur les autres langues. Donc, il faut d'une certaine façon accepter cela pour protéger ce qui est encore là, développer un patriotisme occidental qui est prêt à tout pour défendre notre culture, notre civilisation, contre les autres. Et pour ça, évidemment, le moyen le plus important, actuellement, c'est la coopération européenne, mais justement pas celle de l'Union européenne, mais autre chose qu'on devrait mettre à la place. Et juste pour finir là-dessus, hem au niveau étymologique, hein, hespérialisme de hesperos, c'est-à-dire la désignation pour l'Occident du point de vue des Grecs, donc c'est-à-dire cet horizon qu'on voulait atteindre, dépasser, et qui est typique pour cette volonté faustienne européenne de voir ce qui est derrière les limites, derrière l'horizon, etc., etc. Donc c'est de là que vient le hespérialisme comme un genre de patriotisme occidental, occidental dans le sens spenglerien, évidemment. Bien sûr. Et sur ce dernier point, je voulais vous demander sur l'idée d'une confédération européenne, que dans votre site web, vous avez même mis à disposition de tout le monde un Mmh. projet de préambule pour la constitution d'une fédération ou d'une confédération européenne. Et ceci est, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est assez innovateur quand même. C'est une idée différente à celle que les fondateurs de l'Union européenne et du projet européen ont eu. Peut-être plus proche que l'idée du général de Gaulle sur une Europe de nations, Mmh mais mh. dans l'unité quand même. Alors, je Mmh. voulais vous demander un peu sur ce projet parce que c'est une application pratique bien fonctionnelle de vos idées. Oui, 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 absolument. Bon, il faut se dire que, cette idée d'un préambule pour une future constitution, disons impérialiste, confédérale, de l'Europe, elle vient surtout du fait de réaliser que sans identité commune, il n'y aura pas de solidarité européenne. Il faut que les gens soient conscients de leur identité commune en tant qu'Européens. Et le problème, c'est qu'actuellement, les traités tels que le traité de Lisbonne ou d'autres font juste état de valeurs, humanitaires, humanistes, droits de l'homme, et cetera, qui certes sont très importantes, mais qui ne sont pas particulièrement européennes. Parler, dans le monde actuel, en tout cas, du de l'égalité homme-femme, de la démocratie, de l'état de droit, et cetera. Bon, c'est des choses où désormais le japonais, lambda, ou le coréen du sud lambda dirait: «Bah, ouais, nous on a ça aussi». Désormais. Donc ça n'explique pas pourquoi il faudrait plus de solidarité entre Européens uniquement sur cette base-là. Donc il faut revenir à une définition, une identité qui soit plutôt culturaliste, civilisationnelle, que purement technique et technocratique. Et dès lors, il me semble important d'inscrire justement ces différentes valeurs, c'est-à-dire notre vision de la famille, notre vision de la transcendance, notre vision de la citoyenneté, notre vision d'une certaine forme de progrès, et notre vision de l'identité, nationale, et cetera, dans un projet de loi pour pouvoir justement protéger l'Europe contre sa dissolution. Parce que là, actuellement, comme on le sait bien, les droits de l'homme, et cetera, sont réinterprétés, instrumentalisés par les institutions européennes, surtout par la Cour de droit européenne, pour
démonter tout ce qui, démanteler tout ce qui, tout ce qui reste de notre identité. On essaye de mettre en avant, des choses absolument perverses, du style, voilà, l'identité entre, ou l'égalité entre hommes-femmes mène à l'identité et mène finalement à des quotas où, le droit à l'autodétermination mène au droit à l'avortement, de masse et l'identité entre ou la dignité humaine est utilisée pour expliquer la migration de masse de millions de personnes venant de l'étranger. Donc ces valeurs qui sont importantes sont tournées sans dessus dessous pour amener autre chose, sans un fondement plutôt civilisationnel. Euh, il y a aucune chance. Bon, maintenant, ceci dit, cette constitution ou ce projet plutôt de préambule qu'on a d'ailleurs publié et commenté dans toute une série de livres, notamment Europa Eterna, qui n'existe pour le moment qu'en allemand et en polonais. Ce projet-là, on n'est pas dupe là-dedans. C'est-à-dire, on sait que dans la situation actuelle politique, il n'y a aucune chance de pouvoir contribuer à un changement d'avis du Parlement européen ou des différents gouvernements nationaux, c'est clair. Donc ce projet se veut plutôt visionnaire pour le futur, se veut, disons, un projet, un genre d'idéal tube vers lequel nous, surtout les conservateurs, devrons tendre, qui devrait nous permettre, en tant que patriotes européens, de nous fédérer autour de cette idée-là et de montrer aux citoyens et à l'électeur qu'on peut être conservateur, je n'aime pas trop ce mot-là, mais pour le moment, il n'y a pas de meilleur à part expérialiste, mais qu'on peut être conservateur, patriote, proche de ses traditions, de la vision traditionnelle de la famille, et cetera, et être aussi patriote de sa propre, nation, sans être anti-européen. Et ça, c'est le gros problème actuel, hem, que toujours maintenant, la plupart des Européens croient que soit on est pour l'Europe et donc il faut adorer l'Union européenne, soit, on ressent toujours un attachement à ses traditions nationales, locales, régionales et donc il faut être souverainiste et contre l'Europe. Et moi, j'essaye de mettre en avant, il y a de plus en plus de gens qui me suivent là-dedans aussi, surtout chez les jeunes, de dire: «Non, on peut être patriote européen, étant attaché à son État-nation et néanmoins vouloir défendre cette Europe et la défendre contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc ce texte sert, disons, de fédération aussi à cette idée-là, il faut l'espérer, tôt ou tard, malheureusement, avec les crises qui nous attendent, pourrait être l'une de ces germes, d'où pourraient surgir d'autres formations sociales ou politiques qui pourrait mettre alors là, ça vraiment sur l'agenda du jour. Pour le moment, on est encore un peu tôt là-dedans, mais ça a disons, l'importance d'exister et de pouvoir être utilisé à cette fin-là. C'est une bonne forme de faire l'application correcte des idées, en plus parce que beaucoup d'idées dans l'académie et dans le rôle des intellectuels publics euh, restent seulement dans l'abstract. Alors, je pense que c'est une bonne idée de travailler sur ça. Mais pour finir, je pense que je pourrais vous faire des petites questions un peu plus personnelles. Parce que vous êtes belge-allemand, vous parlez français, je pense que, bien sûr, Belge germanophone, oui. ouais, vous parlez français. Je ne sais pas si vous parlez flamand, peut-être, Je mais comprends, mais je ne parle pas. anglais en plus, et vous vivez en Pologne, je pense que vous devez parler un peu de polonais. Un tout petit peu, mais en fait, le problème, c'est que depuis qu'on est ici, je suis tellement souvent à l'extérieur de la Pologne pour justement parler de cela, des conférences, colloques, et cetera, que disons la possibilité d'apprendre cette belle langue, à un niveau qui me permettrait de m'y exprimer sur des sujets un peu plus compliqués comme maintenant, il faudrait déjà investir, beaucoup d'années, presque d'études universitaires pour pouvoir faire ça et donc c'est évidemment ça qui est un peu difficile. Mais c'est vrai, mais je suis d'origine belge, belge germanophone, hein, comme vous le savez peut-être, il y a cette petite communauté, germanophone à l'est, de la Belgique où il y a 70 000 personnes qui parlent allemand comme langue maternelle, et qui ont, une existence en tant
unité fédérée à l'intérieur de cette fédération belge, hein, la Belge étant un État fédéral maintenant. Et donc ça explique pourquoi il y a un mini-gouvernement, un mini-parlement, etc. Et pourquoi les gens là-bas, de fait, sont bilingues, si on veut. Donc l'allemand plutôt comme langue maternelle et le français comme une langue qu'on apprend, pour ainsi dire, immédiatement à l'école. Ou en tout cas, à mon époque. Ouais. Mais sur tous vos éléments linguistiques et votre histoire personnelle, pourquoi la Pologne? Parce qu'un projet européen, la plupart du temps, ça se développe ou aux grandes nations de l'Europe, à ce moment même la Grande-Bretagne, maintenant c'est seulement la France, l'Allemagne, ou au centre des institutions européennes, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg. Pourquoi Pologne? Et c'est une question que beaucoup de Mmh. personnes m'ont posée à moi aussi, parce que je vis en Pologne. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous a attiré de la Pologne pour Oui. travailler ici et pour développer vos projets ici en Pologne? Probablement les Polonais vous diront évidemment qu'ils sont une grande nation aussi. Donc désormais, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. De plus en plus d'ailleurs, hein, on voit que le poids économique et d'ailleurs aussi en grande partie politique bouge de plus en plus vers l'est et que, la Pologne devient de plus en plus un acteur non seulement militaire mais économique, très important avec la croissance économique qui est quand même assez époustouflante, qui se passe ici avec la volonté d'autodéfense, avec la remilitarisation du pays dont on parlait déjà tantôt. Donc, c'est loin d'être un pays de, disons, de troisième catégorie désormais. Mais je conçois évidemment la question. Ben, je dirais que, bon, d'un côté, il y a toute une série d'éléments biographiques, les aléas voilà, des connexions professionnelles et cetera qui ont fait en sorte que je vienne ici. Mais il y a d'autres éléments. D'un côté, il y a le fait que, j'aime assez bien la normalité polonaise. Je trouve que, ici, il y a toute une série de gros problèmes, de gros conflits qu'on connaît en France, en Allemagne et dans les États Benelux qu'on n'a pas, ou qu'on n'a pas encore, hein. Donc c'est une société assez où la classe moyenne est encore très forte, où il y a une expansion économique, où il y a une très grande homogénéité culturelle, où il y a un certain patriotisme ambiant qui, très agréablement, n'est pas seulement n'est pas un nationalisme polonais, mais qui assez rapidement se fusionne avec un patriotisme européen en général. Donc c'est assez agréable de vivre ici, d'éduquer ses enfants, de savoir qu'on peut les mettre dans une école, sans qu'ils aient des problèmes, que ce soit de criminalité, de mobbing, d'endoctrination, gauchiste, islamique, écologiste et cetera. C'est tout simplement très normal, ici comme pays. Donc ça, c'était quelque chose qui, en tout cas il y a 5 ans, m'attirait, énormément. Dieu sait de quoi le futur est fait, mais en tout cas pendant ce temps-là, c'était, je crois, quelque chose d'important. Et puis politiquement, il faut dire que, la France, le Benelux, l'Allemagne, politiquement, c'est scellé à gauche très clairement. Les gens votent pas ou votent Macron ou Scholz, ou en tout cas des personnages comme ça. Et même si on voit que le conservatisme devient de plus en plus important en France, néanmoins, pour le moment, le domaine politique est assez cadenassé. Or, ici en Pologne, on a évidemment la grande chance, on va voir pendant combien de temps encore, d'avoir un gouvernement qui soit, patriotique, qui soit très clairement chrétien, qui soit orienté socialement, qui ait un grand amour pour l'identité européenne traditionnelle, qui, néanmoins veut protéger ses frontières, son identité, opposé à la migration de masse, opposé à toutes les sottises de l'histoire du genre et l'idéologie LGBT et ce genre de choses-là. Donc en tant que pays, je trouve qu'ils sont très intéressants parce que, pas entièrement, mais en grande partie, je peux fort m'identifier, disons, avec leur ligne politique. En tant que moteur, d'une réforme, impérialiste constructive, des institutions européennes, la Pologne est évidemment l'acteur le plus idéal. Et il y a beaucoup d'initiatives de ce point de vue-là qui se passent pour le moment, tout en sachant évidemment que tant que la Pologne reste
seul ou allié maintenant avec l'Italie, peut-être un petit peu la Suède, la Hongrie, on est encore assez loin de pouvoir vraiment changer fondamentalement les choses. Mais les choses bougent et on montre qu'il y a une résistance, on déstabilise un petit peu la gauche. Et bon, évidemment, il y a la guerre contre l'Ukraine qui est venu en plein de ça, qui a tout submergé, qui a tout chamboulé. Mais en gros, la Pologne, en tant que pays, disons, impérialiste, est me semble, pour le moment en tout cas, un très bon choix. Tout ceci pouvant peut-être changer lors des élections en automne. Merci beaucoup, professeur Engels. Ça a été une très bonne conversation, 1 heure complète et vraiment, je vous souhaite bonne chance dans votre projet, dans le développement Merci, de vos à vous idées. aussi, à vous Et aussi. si vous jamais avez besoin de quelqu'un qui parle français en Pologne et qui peut vous aider avec votre idée et votre projet, ne tentez pas, ne doutez pas de vous appeler à moi et à Magnifique, j'y Espagne penserai, Confidential. j'y penserai. Merci bien, merci pour Merci l'invitation et la beaucoup. discussion. Au revoir. Au revoir.